Bonjour à tous et bienvenue sur cette seconde vidéo. Je suis Frédéric et vous êtes sur la chronique d'une transition. Donc pour rappel, je suis un homme et je fais une transition pour devenir une femme. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer les premières étapes avec lesquelles j'ai commencé en juillet l'année dernière. Après avoir réalisé que je voulais faire cette transition, il y a forcément quelques démarches à faire. Et la première a été de contacter l'ASBL Genre Pluriel pour prendre un rendez-vous ici à la Maison Arc-en-Ciel de Namur. Donc pour vous rappeler, j'habite en Belgique et à Namur. Alors forcément, ce que je vais vous dire ne vous impactera peut-être pas parce que vous êtes en France et les démarches ne sont pas les mêmes. Après plusieurs échanges par mail avec l'ASBL Genre Pluriel et la Maison Arc-en-Ciel de Namur, on m'a dirigée vers Madame Virginie Lardinois, qui est en fait une psychologue qui gère en fait les débuts des personnes qui souhaitent faire une transition. Ensuite, après un échange qui a duré presque 2 heures, nous avons parlé forcément des avantages et des inconvénients d'une transition, de ce que ça implique sur le corps, des effets qui sont irréversibles. Euh, je- voilà, on a eu cet échange et donc forcément, voilà, il a été mis en lumière plusieurs choses, comme par exemple, lors d'une transition, quand on prend un traitement hormonal, on a forcément les glandes mammaires qui grandissent, qui grossissent, et donc ça c'est un effet qui est irréversible en fait. C'est pas quelque chose qui, si du jour au lendemain on arrête cette transition, qui va se résorber. Je vais dire c'est vraiment quelque chose qui est irréversible. Par exemple, la fertilité aussi est quelque chose qui joue là-dedans en fait. Si vous gardez l'appareil génital masculin, la fertilité après 2 ou 3 ans, est tout à fait diminuée et au bout de X années est complètement nulle. Par rapport aux autres effets qui sont apportés par les hormones, on a en fait une sécrétion moindre de transpiration, les poils de la peau en fait, même pas les poils, c'est la peau en fait devient beaucoup plus douce, les cheveux sont plus doux, il y a une répartition des graisses qui se fait, donc en fait, il y a un mouvement graisseux qui se fait parce que forcément en fait quand vous avez du ventre chez un homme, le ventre chez une femme n'est pas du tout similaire, les hanches sont un rien plus grasse chez les dames. Et donc forcément, la répartition des graisses se fait pour vraiment harmoniser le corps pour qu'il devienne beaucoup plus féminin. Donc à la fin de cet entretien, elle m'a laissé plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour prendre ma décision. Et donc elle m'a donné ici, plusieurs numéros et personnes de contact. Donc un médecin généraliste, qui est François Jensen ici sur Namur, qui en fait s'occupe de donner ou non un traitement hormonal, ou alors d'aller plutôt dans un centre pour personnes transgenres, donc avec du coup des psychologues, un endocrinologue. Donc l'endocrinologue, c'est en fait il y a quelques années, en fait, on ne pouvait passer que par un endocrinologue pour avoir un traitement hormonal qui était d'abord fait via un traitement, un suivi psychologique. Ce qui n'est plus le cas actuellement. On peut avoir un traitement hormonal, mais en ayant malgré tout 1 ou 2 rendez-vous avec un psychologue pour qui donne son aval en fait au médecin et que le médecin donne lui-même son aval en fonction des résultats d'une analyse d'une prise de sang pour oui ou non si on peut avoir un traitement hormonal. Et donc pour moi, étant à Namur, je n'ai pas choisi en fait de prendre un centre par rapport à la transidentité qui est soit à Liège, soit à Bruges. Et je n'avais pas forcément la possibilité d'y aller. Et donc j'ai décidé de choisir le docteur François Jensen. Donc après forcément un coup de téléphone à sa secrétaire qui m'a pris rendez-vous, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le docteur qui était sans mentir assez angoissant parce qu'on ne se rend pas toujours bien compte en fait des émotions qui nous submergent dans ces cas-là, d'aller vers l'inconnu, de ne pas trop savoir vers quoi on se dirige. Et donc lors de ce premier rendez-vous, j'ai pris connaissance à nouveau des risques en fait encourus en faisant une transition. Il m'a rappelé forcément les effets secondaires, les effets positifs, les effets négatifs, mais forcément avec des mots plus médicaux
que ceux qui avaient été employés par Madame Lardinois. Et j'ai donc ici eu ma première prise de sang. Donc la première prise de sang nous permet en fait du coup de savoir si tout va bien déjà tout simplement, par rapport aux globules blancs, aux globules rouges, etc. Et alors, l'une des cases qui est remplie, enfin qui est cochée plutôt dans cette prise de sang, c'est la testostérone et l'œstrogène. Il calcule ici en fait dans la première fois votre taux de testostérone et donc ensuite il y a les oestrogènes. Et alors du coup les deux sont calculés pour savoir en fait à quel niveau et à quel seuil se trouve votre testostérone et l'œstrogène naturel qui est malgré tout sécrété par les hommes. Donc à la fin du rendez-vous, voilà, le rendez-vous se clôture entre guillemets par cette prise de sang. Après les résultats, il me laisse quelques temps en fait pour moi le rappeler et prendre une décision. Je l'ai rappelé donc mi-août, je pense, de l'année 2023. Et de là, je suis retournée au cabinet et on a analysé les résultats de cette prise de sang ensemble. Donc globalement, tout allait bien chez moi. Mon foie, mes globules blancs, mes globules rouges, pas de MST, tout était parfait. Et on a analysé du coup le ratio et le rapport entre la testostérone et l'œstrogène. Et donc naturellement, j'avais un seuil de testostérone assez faible et un seuil d'œstrogène assez élevé pour un homme. Et donc dans la conversation, on en vient au fait que vu que j'ai décidé de faire une transition, avec mon taux d'œstrogène et mon taux de testostérone, il sera plus facile pour moi d'absorber en fait l'œstrogel qu'on va me prescrire donc dans quelques minutes. Alors l'œstrogel, ça se présente comment? L'œstrogel, ça se présente comme ça. C'est en fait un petit flacon doseur en fait avec un bouton poussoir qui te permet en fait de n'avoir qu'une seule dose qui est appelée push en fait par le médecin. Et ces push, vous venez en fait les étaler sur vos avant-bras ou sur vos cuisses en fonction de l'endroit que vous avez choisi pour étaler le gel simplement, en sachant qu'en fait, la seule recommandation qu'on a à faire en fait quand on utilise, les deux seules recommandations qu'on fait quand on utilise l'œstrogel, c'est quoi? C'est qu'en fait, après l'avoir étalé, pendant 1 heure, tu ne peux pas avoir de contact physique ni avec tes animaux, ni avec un être humain. Tu peux pas, par exemple, le mettre le soir, aller au lit et enlacer ton partenaire parce qu'en fait, l'œstrogel s'assimile en fait par la peau et donc en fait, si tu viens mettre ton avant-bras ou ta cuisse le long de la peau ou contre la peau de ton partenaire, de ton chien, de ton chat, peu importe, en fait, tu peux lui administrer en fait ta dose d'hormones en fait. Et donc, forcément, ça, les conséquences que ça aura, c'est que forcément, ton partenaire se retrouvera avec une paire de seins. Non, je plaisante, ça ne va pas si vite, mais en tout cas, il y a des chances qu'il y ait des petits effets secondaires. Et comme je vous ai parlé, il y a 2 recommandations donc avec l'œstrogel, qui est donc forcément de ne pas mettre en contact en fait sa peau avec celle de son partenaire ou d'un animal domestique. Mais la deuxième en fait, c'est qu'également lorsqu'on met l'œstrogel sur les avant-bras, en fait, c'est pas interdit, mais il vaut mieux ne pas exposer en fait la peau avec le gel trop longtemps au soleil et aux UV. Donc après prescription de cet œstrogel, le médecin m'a également fait 2-3 recommandations et on a reparlé forcément de la fertilité. Le médecin m'a dit que si je souhaitais plus tard avoir des enfants à moi, il était possible en fait, ici en déant les 3 ans de traitement hormonal, d'aller faire en fait cryogéniser des spermatozoïdes dans l'idée ou l'optique que peut-être un jour je souhaiterais avoir des enfants. Et donc voilà, c'est quelque chose à prendre vraiment en considération quand on fait une transition. Si vous souhaitez avoir des enfants, il est important de mesurer en fait l'impact qu'a un traitement hormonal sur le corps masculin. C'est que voilà, ça fait partie en fait des effets secondaires et la fertilité en fait diminue tellement qu'à un moment
si vous voulez avoir des enfants, ce ne sera plus possible de le faire. Donc il vaut mieux se dire que si on veut un enfant naturel sans l'adopter, avec les techniques qui sont à jour à l'heure actuelle, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'avoir son enfant et donc de cryogéniser ses spermatozoïdes. Donc forcément, à la fin de ce rendez-vous, j'ai eu ma première prescription pour mon traitement hormonal. Je suis forcément allée à la pharmacie, on m'a dit qu'il n'y en avait pas en stock et je suis revenue 2 jours plus tard. Arrive le fameux jour où j'ai commencé à mettre les premières doses d'œstrogel sur mes avant-bras. Au début, la sensation est un peu particulière parce qu'on va pas se mentir, étaler du gel un peu collant sur ses bras, on a connu plus sexy. Mais ici, forcément, voilà, c'était... Il y a ce côté un peu magique de la première fois de se dire ça y est, ça avance. Après, je dis que le gel n'est pas très agréable, mais en soi, il y a d'autres options. Il y a l'option du spray qu'on peut très bien mettre, qui a les mêmes effets que le gel, mais voilà, je ne me voyais pas mettre un spray sur moi, mes avant-bras. Et par rapport à il y a peut-être 15 ou 20 ans d'ici, où c'était encore des piqûres, je pense qu'il y a eu une belle avancée à ce niveau-là. Et je vais essayer de vous décortiquer ici, de 2 mois en 2 mois, plus ou moins, ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé, en fait, au fur et à mesure que les mois avançaient par rapport à mon corps, à moi, à mon esprit et à tout ce que ça peut impliquer de prendre un traitement hormonal. Dans le mois 1 et le mois 2, il n'y a pas vraiment d'effet que j'ai remarqué. Même si j'ai eu 1 ou 2 fois une douleur assez fulgurante au niveau des testicules et du pénis. Mais après en avoir parlé avec le médecin, voilà, on s'est dit que c'était peut-être pas du tout dû à ça ou peut-être dû à un choc. Enfin, voilà, c'était peut-être simplement mon corps qui réagissait par rapport à ses premières prises d'hormones, mais lui ne pouvait pas le dire. Donc, je ne peux pas vous dire que c'était dû à ça et que vous aurez forcément quelque chose de similaire. J'ai juste fait fort attention également à mon poids parce que je sais qu'en prenant un traitement hormonal, on peut très bien grossir comme certaines d'entre nous maigrissent. Tout dépend aussi un peu de la constitution et du corps. Et vous allez peut-être rire, mais pour l'expérience et pour mesurer, entre guillemets, l'aréole de mon sein, j'avais pris une pièce de 2 € pour la mettre et comparer en fait cette pièce de 2 € et l'aréole de mon sein. Mais voilà, à l'époque ça fitait bien et maintenant c'est plus vraiment le cas. Ensuite arrive le 3e et le 4e mois. Au 3e mois, la seule grosse différence que j'ai remarquée, c'est que oui, ma peau était devenue beaucoup plus douce qu'avant. Pour ce qui est à nouveau des sensations et des choses que j'aurais pu ressentir à ce moment-là, au 3e mois, il n'y avait pas encore de sensations précises. À la fin de ce 3e mois, un rendez-vous avait été pris forcément avec le médecin pour refaire une prise de sang. Et de 3 mois en 3 mois, normalement, une prise de sang est à nouveau faite. Mais ça, voilà, je vous expliquerai ça tout au long du trajet jusqu'à l'heure actuelle. Mais donc, forcément, on a repris ce rendez-vous. Et donc, une prise de sang est à nouveau faite. Et ici, en fait, on compare à nouveau œstrogène, testostérone. Et là, du coup, on voit un peu comment ça se passe et si le nombre de push avec l'œstrogène est suffisant ou non. Et ici, pour ma part, ça montait progressivement, mais j'ai pu augmenter la dose et passer de 2 à 3. Et donc là, forcément, au bout de ces 3 mois, je suis passée à 3 push par jour sur donc du coup les avant-bras ou la cuisse en fonction de ce que vous choisissez. Moi, j'ai choisi les avant-bras et pour le 3e, forcément, la première de mes cuisses. Au niveau du 4e mois, quel changement j'ai pu remarquer? J'ai commencé à sentir qu'en fait, autour de l'aréole du sein, ça commençait à se durcir, à être un peu plus ferme, mais pas encore une grande fermeté, mais ça commence à être plus ferme et un rien plus sensible.
Et au niveau des humeurs et de mon caractère, je vais dire, il y a eu déjà quelques petits changements. Quand j'étais triste, j'étais beaucoup plus triste que je ne l'étais avant. Et quand j'étais en colère, bah pareil, mes émotions étaient un peu décuplées. Donc j'avais aussi ce côté... quand j'étais en colère, j'étais vraiment en colère. C'était assez comique, entre guillemets, dans le sens où quand on est habitué à être calme ou posé, avoir des émotions comme ça qui sont exacerbées, c'est assez difficile à vivre en fait au début. Après, on s'y fait plus ou moins, toujours en restant dans la nuance, mais voilà, c'est assez difficile en fait à voir arriver parce que ça arrive d'un coup, d'un seul. Il y a une émotion qui vous submerge, mais c'est comme un incendie qui se propage en fait. C'est vraiment ton corps est ravagé par ton émotion en fait. C'est que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, c'est vraiment décuplé en fait. Et donc à la fin de ce 4e mois, il y a les mois 5 et 6 qui arrivent. Et là, c'est là où j'ai commencé à vraiment sentir des gros changements, dans le sens où en fait j'ai vraiment eu une plus grande sensibilité au niveau des seins, où en fait la moindre sensation en fait de frottement sur mon téton était insupportable. J'avais vraiment ce côté assez difficile à définir, mais comme si c'était dur et en même temps tendu. Ça se tendait complètement et donc forcément il y a eu 2-3 fois où pour trouver le sommeil c'était pas toujours simple, etc. Et là c'est vraiment le gros changement des mois 5 et 6. Et donc à la fin de ce 6e mois, forcément une prise de sang s'en est suivie. Et dans ce cas précis, en fait, le médecin m'a dit que le taux d'œstrogène que j'avais dans mon corps était suffisant et donc on stabilisait en fait le nombre de push qu'il m'avait conseillé, qui était donc de 3. Je n'ai pas augmenté parce qu'apparemment mon corps assimilait assez vite les œstrogènes et donc il était inutile de rajouter en fait pour avoir plus, étant donné que mon corps assimilait déjà bien. Mais donc ici ensuite s'ensuit les mois 7 et 8. Et ici je dois dire que pas non plus de gros changements, mais à nouveau une douleur beaucoup plus importante au niveau des seins, toujours cette sensation en fait de mal en fait à chaque contact au téton et au sein. Et alors là j'ai commencé à avoir en fait une sécheresse en fait de la peau de l'aréole du sein. Et donc des craquelures, et donc j'ai eu 1 ou 2 crevasses qui se sont formées en fait sur l'aréole de mon sein. Et là, tu sens vraiment que tu vis en fait. Hein. C'est vraiment... si je me suis dit dans ces moments-là, on douille sévère. mais voilà, ça fait partie du processus et voilà, tu mords un peu sur ta chic et tu te dis, pour avancer, il faut passer par là. Et donc, j'ai mis toutes sortes de crèmes pour éviter justement d'avoir à nouveau une crevasse qui se forme sur l'aréole du sein. Et puis tu vois en fait, malgré tout, la progression en fait. Tu commences à porter des brassières forcément dans ces moments-là parce que la sensation quand même du tissu dans certains cas est vraiment inconfortable et donc avoir une brassière, ça te permet en fait d'avoir à nouveau une protection entre ton sein et le tissu et tu vois en fait simplement que ça gonfle et donc que tes seins sont plus proéminents, même si t'as toujours pas la poitrine de Pamela Anderson, on va pas te mentir. Mais refais, qu'est-ce que ça fait? Elle n'avait pas de seins, elle s'est fait des petits seins. Bon, elle s'est pas fait des énormes nichons. Elle a acheté des seins qu'elle n'avait pas. C'est tout.
Elle n'a jamais voulu avoir des seins comme Pamela Anderson. Donc ici, le 9e mois arrive. À nouveau, une prise de sang est programmée. Et par contre, dans cette prise de sang, on remarque qu'en fait, j'ai un peu dépassé le seuil qui est conseillé en fait par le médecin en fait pour éviter la thrombose en fait, hein, parce que c'est un des risques encourus en fait d'un traitement hormonal en surdose, c'est qu'en fait tu peux développer une thrombose. Et donc en fait j'avais un tout petit peu dépassé ce seuil et le médecin du coup m'a conseillé en fait ici maintenant de passer à un jour de dose, un jour 3. Bon, c'est pas super simple à mettre en pratique parce que je suis un peu tête en l'air et que mon surnom c'est quand même Bubule. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps avant d'arriver vraiment à me dire voilà, c'est un jour, le lundi c'est 2, mardi c'est 3 et puis le temps que ça se mette en place, il m'a fallu 2-3 semaines quand même. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui change ici dans ce 9e mois ? Là, par contre, c'est plus au niveau des humeurs, en fait, parce que ici, forcément, le début de cette année n'a pas été très, très simple pour moi au niveau privé et au niveau du travail. Et donc, j'ai été assez submergée par toutes mes émotions et aussi, en fait, par le sommeil, en fait. Est-ce que du coup, ça joue là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même du coup pas mal de mal à dormir et j'ai pas mal d'insomnie en fait en ce moment qui joue aussi sur ma fatigue et sur mes humeurs forcément. Et donc travaillant dans l'horéca, mais c'est pas toujours simple non plus en fait de gérer ses émotions parce que quand les gens t'ennuient, t'as tendance à vouloir en fait répondre et t'énerver, mais tu sais que c'est pas possible, mais t'as ton corps qui crie énerve-toi, énerve-toi. mais voilà, c'est pas toujours simple à mettre en sourdine. Et donc ici, pour le reste, en fait, le 10e et le 11e mois, j'ai pas vraiment remarqué de nouveaux changements. En fait, le souci, c'est que moi, je me vois tous les jours dans le miroir et donc ici, j'ai vu mon frère, en fait, il y a quelques jours ici, qui m'a dit que lui trouvait que au niveau de mes cheveux, il y avait eu du changement, au niveau de mon visage, il trouve aussi qu'il y a eu du changement, mais moi, je n'arrive pas à le dire ni à le définir parce que je me vois tous les jours et donc il est compliqué pour moi de faire cette analyse de mon visage et du reste de mon corps, à part forcément la poitrine où je peux me dire « Ah tiens, aujourd'hui ça a poussé ». Mais c'est vraiment, ça c'est moi qui peux le dire, mais c'est clair que quelqu'un qui m'a pas vu depuis 3 ans pourra très bien me dire « Oui, oui, il y a eu du changement dans ton visage » ou tes cheveux paraissent plus beaux » ou voilà, je ne sais pas ce qui pourrait être plus beau que ça, mais voilà, dans tous les cas, c'est globalement ici ce que moi j'ai pu remarquer. Et alors, quelque chose que je n'ai pas abordé du coup dans les 11 mois, dans les minutes qui ont précédé, c'est en fait l'homme en général en se levant le matin a des érections spontanées. Et c'est vrai que ici au cours de ces 11 mois, j'ai remarqué que forcément le matin, j'avais beaucoup moins ces érections spontanées, même si en soi quand j'ai une érection, elle reste la même qu'avant, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, mais la fréquence du coup de ces érections spontanées est moins élevée qu'avant. Voici donc en gros tous les changements que j'ai pu visualiser et ressentir en un an ici de traitement hormonal. Donc ici, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels ont été les changements en ces 11 mois? Eh bien donc comme je l'ai dit, à part la voix qui est naturelle à 100%, le reste, du coup, j'ai eu la peau plus douce, les cheveux que j'estime plus doux, tout ce qui est les sensations au niveau des seins, les seins qui grandissent, l'aréole qui s'élargit, les émotions qui sont exacerbées, le côté caractère parfois qui est un peu fluctuant. Donc gardez bien toujours à l'esprit qu'en fait, tout ce que je vous dis ici, c'est ce que moi j'ai vécu.
c'est moi que ça concerne et nullement, en fait, je n'incite qui que ce soit à faire une transition de genre ou à passer par un traitement hormonal. C'est vraiment quelque chose qui me concerne moi et c'est vraiment à titre informatif pour les personnes qui vivent ça ou qui se questionnent sur eux. Et donc à aucun moment je n'incite qui que ce soit à faire une transition de genre. Soyons bien d'accord sur ça. Et si maintenant je peux donner un conseil par rapport du coup à une prise de traitement hormonal en fonction de mon vécu et mon ressenti, je dirais qu'en fait dès le début d'un traitement hormonal, dès les premiers mois, je pense qu'il faut bien hydrater les seins. En fait, c'est très important parce que je conseille vraiment à personne d'avoir des craquelures et des crevasses à ce niveau-là, c'est très douloureux. Et donc, c'est des changements qui peuvent être effrayants, mais voilà, je pense qu'hydrater vraiment le sein, c'est très important. Et alors surtout dans les premiers mois, être bien entouré, c'est aussi très important. Parce que forcément, avec les changements d'humeur, voilà, le caractère qui fluctue un peu, ne pas être bien entouré, parfois ça peut rendre vraiment, vraiment triste. Et quand on est submergé par la tristesse dans ces moments-là, c'est pas simple d'en sortir. Et donc, je dirais vraiment, ouais, c'est hydrater, être bien entouré et surtout, profiter. Donc ici, forcément, à la fin de cette vidéo, j'ai un peu rattrapé le retard que j'avais sur les 11 derniers mois. Et j'aimerais du coup ici vous expliquer plutôt tout ça en temps et en heure au travers de vlogs en fait sur ce que je ressens au moment où je le ressens, quand j'aurai une petite crise d'émotion ou que j'aurai vraiment des symptômes où je pourrais vous dire en temps et en heure, voilà, j'ai mal à cet endroit-là, j'ai mal ici, j'ai mal là, je ressens ça, au travers vraiment de vlogs plus précis. Et donc voilà, ce sera plus simple pour moi de communiquer avec vous dans ces moments-là, vu qu'ici, je vous ai présenté les 11 mois qui étaient passés. Donc on arrive à la fin de cette seconde vidéo et je vous remercie d'avance de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche des notifications pour suivre avec moi la chronique de cette transition. Et surtout, je vous dis à bientôt.